Yippee-ki-yay, motherfucker. Eh ben non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Laurent is dead. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs, et bienvenue dans ce nouveau numéro de Transmission, le podcast cinéphile qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Et bien aujourd'hui, justement, on a un beau grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture, puisque nous allons parler aujourd'hui de Marco Bellocchio et de son film L'Enlèvement. On va parler également de Bradley Cooper et de son film Maestro, et on finira aussi par Silent Night, donc le film de John Woo, l'inattendu film de John Woo. On avait inscrit un petit peu comme tête de gondole à ce programme le film La Société des Neiges, Society of the Snow, de Juan Antonio Bayona, qui est sorti depuis 2 jours sur les écrans en Belgique, mais sur tellement peu d'écrans. 3 écrans. 3 écrans sur toute la Belgique que nous n'avons finalement pas pu le voir, puisqu'on espérait quand même une sortie bruxelloise, mais ça n'a pas été le cas. Donc voilà, on n'a pas notre tête de gondole. C'est parce que t'as pas eu le courage de te taper 2 heures de caisse hier soir pour aller le voir. Oui, voilà. Tu m'aurais tenu compagnie. Le courage ou le temps, enfin bon, soit, n'épiloguons pas ici, nos auditeurs et nos auditrices ne sont pas concernés par nos vies personnelles. Non, par contre, ils peuvent éventuellement être concernés par une interview qu'on avait faite de Juan Antonio Bayona il y a de ça quelques mois et qui est en ligne sur notre chaîne YouTube et dans laquelle on évoque brièvement Society of the Snow. Society of the Snow. Ouais, même plus que brièvement. Voilà, donc pas de film de Juan Antonio Bayona à ce dernier numéro de transmission de 2023, mais on espère vous en parler dès le mois de janvier. Vous les avez entendus, ils sont là, ils sont beaux, ils sont suaves. Bonjour Manuelas, comment vas-tu ? Très bien, Olivier. Eh bien, je vais bien aussi, merci de t'en soucier, mais j'ai... Tu t'as pas demandé, hein Ouais, c'est ça. Mais comme je n'ai pas de quiz aujourd'hui, j'ai préparé une petite question, un peu comme dans le temps. J'ai préparé une question par personne quand on dit bonjour. Donc, Manu, est-ce que tu te réjouis plus des flops des films Marvel ou du triomphe des films Mattel sur 2023 ? Il n'y a aucun motif de se réjouir, mon cher Olivier. Bon, en tant qu'exploitant, je dirais quand même le triomphe des films à Mattel. T'as eu du mal à dire le dernier mot. Ça m'a fait un peu mal. Lucien Alflanz, est-ce que tu te réjouis plus de voir un Eastwood bientôt ou alors qu'à 180 ans cumulés, Miyazaki et Scorsese annoncent un nouveau projet ? Pourquoi moi j'ai la bonne question C'est une question à la con, tu peux dire les deux, c'est très bien. Ouais, les deux, c'est très bien. Voilà, eh bien, écoutez, sans plus de prolégomène, on va commencer tout de suite par parler de Maestro, le film de Bradley Cooper. If summer doesn't sing in you, then nothing sings in you. And if nothing sings in you, then you can't make music. Something she told me. Hello, I'm Lenny. Hello, Felicia. She's so beautiful. Tell me about her. Oh, she's wonderful. She's a lovely girl. What age are we living in? One can be as free as one likes without guilt or confession. Please, I know exactly who you are. 5 ans après A Star is Born avec Lady Gaga, voici donc le 2e long métrage réalisé par Bradley Cooper, connu auparavant surtout comme acteur, notamment pour Clint Eastwood ou David O. Russell. Toujours attiré par le film à forte tendance musicale, il s'initie à un film inspiré de la vie de Leonard Bernstein, célèbre musicien américain, longtemps directeur de l'Orchestre Philharmonique de New York, et connu des amateurs de comédie musicale pour avoir notamment signé les partitions d'Un jour à New York ou de West Side Story. Plus exactement, Bradley Cooper s'initie à un biopic de Leonard Bernstein, mais surtout axé sur l'histoire d'amour qu'il lia avec l'actrice Felicia Montealegre, de leur rencontre au début des années 40 à la mort de celle-ci à la fin des années 70. Disons aussi ici que le film est ostensiblement divisé en 2 parties, l'une en noir et blanc est située dans les années 40 et 50, et l'autre en couleur pour les années 60 et 70.
Distribué par Netflix, le projet était initialement attribué à Martin Scorsese, puis à Steven Spielberg. Les deux géants restent ici crédités au poste de producteur. Le scénario est co-signé Bradley Cooper et Josh Singer, qui a travaillé notamment sur Pentagon Papers de Spielberg en 2017 ou sur First Man de Damien Chazelle en 2018. Les rôles principaux sont tenus par Bradley Cooper lui-même et Carey Mulligan. Notons aussi ici que le travail de maquillage assez bluffant est signé Kazuhiro, qui a travaillé notamment sur La forme de l'eau de Guillermo del Toro en 2017. Voilà, c'est Manu qui va commencer sur ce film de Bradley Cooper. Il y a clairement une belle évolution en comparaison de son premier film, même si à mon sens on retrouve un petit peu les mêmes défauts, à différence près que les qualités sont peut-être un peu plus ici présentes que dans Star is Born. Le vrai problème de Maestro, c'est le même que celui de Star is Born. Il réside dans le problème d'équilibre des points de vue du film. On est sur deux films assez proches, avec au centre un couple qui est placé sous la lumière des projecteurs. Et comme dans Star is Born, pour moi, Cooper, il échoue à te faire comprendre en fait l'équilibre et la dynamique de ce couple. Parce que d'une certaine manière, tu parlais justement, le film se divise en une partie noir et blanc et en couleur. Et en fait, le cœur du conflit, il est entre ces deux segments-là, et en fait on gravite avant, après, et donc le film échoue à émouvoir d'une certaine façon, ou à faire comprendre l'équilibre fragile de ce couple-là. Et donc sur ce pan-là, le film échoue. En revanche, il est régulièrement traversé de très très belles idées de cinéma, notamment toute cette idée de mise en tension des contraires qui est annoncée par le carton introductif du film, qui est justement cet équilibre entre, non pas cet équilibre du couple, mais cet équilibre entre le travail de chef d'orchestre de Bernstein, donc plus son rôle, on va dire, social, et à la fois son rôle de compositeur, qui est montré comme quelque chose de beaucoup plus solitaire, et cette mise en tension de ces deux aspects du personnage est traduit régulièrement par de belles idées de mise en scène. En revanche, voilà, c'est pour moi un film où il y a une problématique d'éluder le conflit. Lucien ? Je suis assez d'accord avec ce que dit Manu, même si je ne suis pas tout à fait convaincu que cette problématique soit liée au fait d'éluder toute une partie de la vie de ces personnages, dans le sens où j'ai l'impression que ce qui l'intéresse, c'est vraiment l'étude du sentiment amoureux, je veux dire, qui les unit. Il va assez peu dans le détail, et c'est peut-être là, alors, à mon sens, la problématique, mais qui est rattrapée par d'autres qualités du film, sur peut-être un léger manque d'émotion par rapport à ce que le film pourrait déployer à ce niveau-là. Enfin, pour ma part, en tout cas, je savais un peu ce qui s'était passé dans la vie de ce couple avant de voir le film. Et comme il va assez peu dans le détail, qui traite les événements marquants de cette évolution de ce couple comme étant des moments avec une forme de fulgurance presque opératique à certains moments, en fait, ça, pour moi, ça parfois tombait un petit peu à plat parce qu'en fait, je savais exactement ce qui allait se passer après. Voilà, maintenant, comme tu dis, je trouve qu'il y a des vraies qualités de mise en scène, des vraies qualités de cinéma qu'on pouvait déjà entreapercevoir dans le précédent, mais là, elles sont vraiment assises. Je trouve qu'il gère très bien la dynamique interne de ses plans, il gère très bien la durée, les plans fixes, tout ça, il fait ça vraiment très très bien. Et à contrario, dans la première partie, qui est plus dynamique, sur un début de relation, un début de vie, entre guillemets, professionnel un peu plus excitant que la dernière partie. On va avoir beaucoup de mouvements de caméra, des trucs très, très, très vifs. Tout ça marche assez bien. Il y a une belle forme de maîtrise. Maintenant, j'ai pas pu m'empêcher de me dire à certains moments d'être en fait plus ému par ce que déploie la forme que par ce que déploie la narration du film. Et je me suis dit aussi, en fait, c'est aussi assez facile, alors je mets des gros guillemets, mais assez facile quand tu fais une jolie image et puis tu tapes de la musique sublime dessus, mais fatalement, il se passe quelque chose. C'est pas que ça, parce qu'il y a beaucoup d'idées de transition. Je parlais justement de ces transitions entre, par exemple, la scène de la rencontre amoureuse entre le personnage de Bradley Cooper et celui de Carey Mulligan. Celui de Carey Mulligan, qui se passe sur une scène de théâtre où il répète un rôle, et donc tu as ce jeu entre les émotions attribuées au personnage et à la personne qu'elle incarne, et tout d'un coup tu vas passer de ce moment d'hésitation à ce moment où elle est applaudie par le public dans une salle pleine, là où il se trouve dans une salle vide. C'est une figure de style qu'il utilise régulièrement, qui se passe au dîner. À un moment ils vont s'évader d'un dîner pour se retrouver lors d'une scène de répétition d'une comédie musicale où elle admire le travail de Bernstein, elle le découvre, et à la fois toute leur vie s'entremêle. Il y a ce jeu régulier d'ellipse ou d'en avant que fait le film, qui est pas gratuit. Pour le coup, il traduit vraiment cette logique, parce qu'en fait, la tragédie de ce couple-là, c'est que Carey Mulligan
pense que justement, il se dévoie dans sa sociabilité, dans son rôle social, parce qu'il devrait se dédier entièrement à la composition et à ce rôle d'ermite solitaire, sans comprendre qu'en fait, toute sa force, c'est dans la mise en tension de ces deux aspects de sa personnalité. Je trouve que ça, pour le coup, cette idée thématique, il la traduit très bien formellement. C'est pour ça qu'il y a quand même de la vraie narration visuelle. C'est pas juste de la facilité ou un effet un petit peu d'esbrouf visuel. Non, mais ça, je suis parfaitement d'accord. Je me suis peut-être mal exprimé, mais je disais, il y a des moments où l'adéquation entre la jolie image et la jolie musique emporte tout, quoi qu'il en soit, mais je suis absolument d'accord avec toi sur pas mal de qualités. Et pour revenir juste sur cette dualité qu'avait ce personnage, que le film traite assez bien, je trouve que Bradley Cooper l'incarne assez bien aussi dans son interprétation. Je trouve c'est... Bon, après, Touki a déjà vu une interview où Leonard Bernstein dirigeait un orchestre, a déjà pu sentir cette espèce de dualité chez ce personnage-là, et je trouve que c'est quelque chose que Cooper arrive assez bien à rendre dans son interprétation, et qui est en fait qui est très à fleur de peau, et qui rend le personnage extrêmement attachant. Mais qu'en pense le maestro de transmission ? Non, écoutez, vous avez dit beaucoup de bonnes choses que je pense aussi, c'est-à-dire que moi j'étais impressionné par le côté très volontariste de Bradley Cooper, on sent que c'est un film où il essaye beaucoup, c'est un film où il se donne en fait, où il a envie de bien faire, où il a envie. Je me rappelle que sur Star is Born, j'avais vraiment trouvé qu'il y avait certaines scènes où il avait pas d'idée, il savait pas comment traiter la scène, et ça devenait très plat et très... Enfin voilà, ça passait à côté de l'émotion et à côté même de la narration. Ici, je trouve que chaque scène est investie. On sent qu'il a sué quoi, pour faire ce film-là. J'ai été complètement bluffé par le début du film. Il y a un très long plan où d'abord on croit voir une scène de théâtre en noir et blanc, d'abord on croit voir une scène de théâtre, puis en fait on se rend compte qu'on est dans une chambre, et puis la lumière s'allume, et puis on a un nouvel élément. Enfin, et après il y a tout cet emballement qui, comme tu l'as très bien décrit Manu, mêle vie publique et vie privée, puisqu'il est dans sa chambre et puis il va passer directement sur scène, enfin en très très peu dans le même mouvement en fait. Et j'ai été vraiment bluffé formellement par le début du film. Après, le problème, selon moi, mais bon, vous l'avez déjà exprimé, je ne vais faire quelque part que vous paraphraser, mais c'est que je trouve qu'il a du mal à poser ses enjeux, alors que vraiment ce qui l'intéresse, l'axe mélodramatique, c'est ce qui l'intéresse le plus, et je trouve qu'il a du mal à poser les enjeux autour du couple, et il a du mal à nous faire vibrer, nous mettre sur les rails des émotions qui guident ce couple. En fait, je trouve qu'on passe régulièrement à côté, parce qu'on est on tourne un peu autour, mais finalement on les saisit pas très bien. Je trouve qu'il a du mal en fait à saisir les enjeux de cette relation, et du coup on passe un peu à côté, et je trouve que c'est vraiment dommage. Après, j'ai été quand même assez séduit par le jeu des deux comédiens, que je trouve vraiment très investi, et il y a un truc aussi qui m'a intéressé dans le film, c'est que je voyais beaucoup pas de référence, mais comme toute cette partie en noir et blanc, je voyais un hommage quand même assez souvent au cinéma des années 40. Il y a eu un plan qui m'a fait penser très fortement à La Féline, mais je me demande si c'était fait exprès ou pas. Et la deuxième partie, on est carrément beaucoup plus dans le cinéma des années 70, et on pense très fort à Cassavetes, parce qu'il va faire des très longs plans sur des couples qui se déchirent. Voilà, il y a un plan notamment qui est assez ostensible de nouveau, c'est une mise en scène qui se voit. Il y a une dispute de couple dans un appartement new-yorkais, et il y a une ombre qui est jetée un moment sur l'intérieur de la pièce, parce qu'il y a un énorme Snoopy gonflable qui passe devant les fenêtres. J'ai plus pensé à Douglas Sirk que Cassavetes pour le coup. Ouais, mais moi j'ai pu penser à Woody Allen, à Tarkovsky, mais Cassavetes, je vois ce que tu veux dire, d'autant plus que je trouve que Bradley Cooper grimé en Bernstein a une certaine ressemblance physique avec Cassavetes. Donc voilà, je trouve que c'est un film qui est constamment intéressant, même si de nouveau voilà, le cœur émotionnel du film, on passe un peu à côté. Il y a cette volonté aussi que j'ai trouvé assez louable. Tu disais c'est des longs plans, enfin des plans fixes, c'est pas vraiment spécialement des plans fixes, mais c'est des longs plans en fait. Il essaye vraiment d'aller chercher un peu la performance, la scène en performance comme ça, qui l'étire beaucoup. Il y a quand même pas mal de plans fixes assez marquants. Ouais, mais il y a aussi quelque part un aveu de faiblesse, parce que souvent il n'arrive pas à tenir c'est comme s'il voulait faire des scènes en plan séquence. On pense notamment à la visite avec quand Carey Mulligan est malade et qu'il y a la visite des amis, finalement il finit par couper. C'est vraiment un plan très volontariste, autant dans l'idée de mise en scène de tenir, que dans le même jeu. Oui, tout à fait, de Carey Mulligan. Ça fait partie des trucs qui sont
un peu poussif, et le film a des moments ça. Plus souvent, moi, à mon sens, chez Cooper, je trouve qu'à des moments, le jeu de mimétisme avec Bernstein frise à des moments un petit peu la parodie. En revanche, il y a c'est traversé régulièrement d'idées de cadre, de plein toute cette scène, la scène, le dernier concert qui dirige dans l'église avec cette unique couche de couleurs qui est placée dans le décor d'une femme qui a une tenue qui attire l'œil de l'écran, mais qui n'est clairement pas Carey Mulligan. Et donc, pendant toute la scène, tu te projettes dans cette idée de l'absence de Carey Mulligan qui va être révélée qu'à la toute fin du plan et de la séquence. C'est très, très beau, quoi. Ce plan-là, de nouveau, c'est un très très long plan. Je pense qu'il doit être fait à la grue, mais il est coupé de nouveau. En fait, quelque part, j'ai l'impression qu'il a voulu être dans une logique de plan séquence et finalement, il s'est rendu compte sans doute peut-être au montage, qu'il n'y arrivait pas, et donc finalement, il en a fait 2. Enfin, il y a un truc ça reste impressionnant. Vraiment très très belle. Hein. Oui, tout à fait, avec ce dévoilement à la toute fin du mouvement, du fait que Carey Mulligan soit là, en effet. Et alors qu'elle est de là pendant tout le reste de la séquence, puisqu'il y a cette note de couleur qui est dans l'assistance, qui rappelle son absence. Moi ça me gêne pas, en fait, qu'il coupe ce plan séquence. Ouais, pour le coup, le plan séquence peut aussi être un outil de fainéant pour certains metteurs en scène. Donc non, moi, c'est pas... Non, mais moi, ça me dérange pas, tu vois, qu'il la coupe, mais ce que je veux dire, c'est que c'est de nouveau dans ce côté de mise en scène volontariste, quoi. Il y a il y a une volonté de vouloir en mettre plein la gueule, et que voilà, mais il n'y arrive pas toujours. En fait, c'est quelque chose qui lui correspond, j'ai l'impression, mieux. Je connais pas du tout la genèse de ce projet-ci, mais je crois savoir que son précédent était un projet qu'avait porté Eastwood à un moment, et je pense que c'est ce poids classique là qui n'avait pas su, parce que je suis assez d'accord avec toi, hein, dans ce que tu dis. Je trouvais que c'était un film un peu plat. Le précédent, et je pense que des cinéastes qui arrivent à porter le classicisme à la Eastwood, je vais dire, à un tel niveau d'exigence et de perfection, ils sont très très rares. Bradley Cooper en n'avait pas été capable, et ici tente beaucoup plus de choses. Je pense que cette liberté-là lui correspond mieux. Alors, est-ce que ça correspond mieux à son sujet ou à Bradley Cooper en tant que cinéaste? J'en sais rien. Le fait est que peut-être tout simplement que le succès commercial de Star is Born lui a offert une légitimité qu'il n'avait peut-être pas, ou qu'il avait peut-être du mal à assumer en tant que réalisateur sur son premier film, j'en sais rien, hein, mais ça tient peut-être de ça. Hein. Très bien, messieurs, merci. Mais je pense qu'on est relativement d'accord sur ce bel essai de Bradley Cooper, et puis on ira voir le 3e film en tout cas. Ouais, parce que moi j'y allais quand même plutôt à reculant dans l'idée d'une brouette à Oscar quand même bien formatée pour ça. Et j'étais agréablement surpris, et dès le début, parce que dès le début, tu es saisi par des vraies idées de cinéma, quoi. Ça fait quand même 2 films plutôt intéressants cette année sur des chefs d'orchestre. Il n'y en a pas tant que ça. Bah, surtout avec Leonard Bernstein dans les 2. C'est juste, j'avais complètement oublié que Lenny faisait une petite apparition dans Tar. Très bien, eh bien écoutez, passons au film suivant, L'enlèvement de Marco Bellocchio. Mi toglieranno la testa, papà. Ti faranno niente. Si può perdere tutto, ma non un'anima che Cristo ha conquistato con il suo sangue. Questo creerà nuove tensioni. Io sono il Papa. Solo a Dio devo rispondere. La storia è andata su tutti i giornali. Ha fatto il giro del mondo, è arrivata fino in America. Suo figlio non è più ebreo, signora. È cristiano. Che figlio è? Alors que nous avions parlé ici même, il y a quelques mois, de sa série Esterno Note, le prolifique auteur-réalisateur italien Marco Bellocchio revient déjà avec son nouveau long-métrage, L'enlèvement, coécrit avec l'actrice et réalisatrice Susanna Nicchiarelli. Pour ce film, le réalisateur de Vincere en 2009 s'intéresse à l'histoire vraie d'Edgardo Mortara, jeune garçon juif enlevé de force de sa famille bolognaise en 1858 pour être élevé comme chrétien. L'enfant devient alors un enjeu symbolique du pouvoir du pape Pie IX qui détient encore ses états pontificaux et la progression en parallèle de l'unification italienne. Un temps caressé par Steven Spielberg, le projet de ce drame historique est finalement devenu une coproduction entre l'Italie, la France et l'Allemagne, présenté au Festival de Cannes en mai dernier, où il n'a rien eu à part le prix œcuménique, je crois, mais je n'en suis pas sûr. Le jeune garçon est interprété par Enea Sala, ses parents Momolo et Mariana par Fausto Rusto Alesi et Barbara Ronchi. Pie IX, le pape, est interprété par Paolo Perrobon, et on retrouve aussi au casting Fabrizio Giffuni qui jouait Aldo Moro dans la série
Esterno Notte. Alors, c'est moi qui vais commencer sur ce film de Marco Bellocchio. Donc, alors, c'est un film qui est très, que j'ai suivi avec beaucoup de plaisir, mais qui souffre peut-être des mêmes écueils que le film de Bradley Cooper. C'est-à-dire que je trouve que c'est un film qui peine à cerner ses enjeux, qui très vite en fait s'éparpille et on ne sait pas très bien qu'est-ce qui intéresse vraiment Monsieur Bellocchio dans cette histoire. Pourtant, le film part plutôt sur de bons rails. Je trouve qu'il y a la scène notamment de l'enlèvement qui donne son titre au film, et puis la scène de retrouvailles avec les parents. Je trouve que là, on est vraiment sur ce déchirement du foyer qui fonctionne bien et émotionnellement qui est assez fort. Et puis ensuite, à la manière un peu dont Bellocchio va multiplier les points de vue et les entrées dans son film, on se demande un petit peu qu'est-ce qui l'intéresse. Je l'ai déjà dit, mais donc on a parfois du point de vue du père, parfois du point de vue du pape, parfois du point de vue de l'enfant, et le cœur émotionnel du film s'effiloche un peu. J'ai l'impression que ce qui l'intéresse vraiment, c'est plutôt ce qui est connecté à l'histoire de l'Italie, et à quel point cet enfant devient une espèce d'enjeu symbolique, comme j'expliquais en intro, de la perte de pouvoir du pape. Justement, si tu traites de cet enjeu symbolique, tu traites justement cet enjeu symbolique, ça n'est jamais traité. C'est traité comme un fait historique, cet enjeu. Le symbole, il n'en fait jamais rien. Moi, c'est le gros souci que j'ai vis-à-vis de ce film et qui m'insupporte assez, c'est qu'en fait... oh là là, il est chaud, il est chaud. Quand tu t'empares d'une histoire aussi fascinante que ça, aussi porteuse d'enjeux à la fois métaphysiques, symboliques, etc., t'en fais quelque chose, tu tournes pas autour en essayant d'égrener un peu tous les points de vue politiques, historiques. Je ne comprends pas l'intérêt que porte Bellocchio à ce film-là. J'ai l'impression de voir un beau livre d'histoire, de belles images, mais jamais incarné. Je ne ressens jamais le vertige existentiel de ce gamin, qui est quand même cette idée de qui on est. Est-ce que ça vient de notre famille d'origine, d'où l'on est né, où on a grandi? Ça, ce n'est jamais traduit, ça devrait être le cœur du film. Il n'en fait absolument rien. Alors le film est fascinant parce que l'histoire l'est, mais en fait, il ne reproduit jamais par le cinéma, par la mise en scène. Pour moi, c'est un film creux, complètement creux, qui m'énerve un petit peu. Je suis peut-être d'autant plus énervé parce que pour le coup, après avoir vu le film de Bayona hier, là pour le coup, tu vois un cinéaste qui comprend les enjeux et la fascination peut engendrer une telle histoire. Là pour moi, c'est scolaire à crever, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on avait déjà un peu reproché, avec toutes les limites que peut avoir un tel reproche sur un travail que je trouve quand même très convenable. Qu'on avait reproché à sa série sur Arte, c'était d'essayer d'adopter un peu tout un tas de points de vue, et au final, que nous, en tant que spectateurs, on s'y perd un peu. C'est vrai que je retrouve un peu cet écueil-là dans Rapito, où en effet, au final, je me dis, à part démontrer une énième fois quelque chose qu'il a déjà pas mal fait dans son cinéma, et mieux à mon sens, et puis qu'on sait sur la collusion, je ne sais pas si on peut, en tout cas les rapports extrêmement étroits entre l'histoire de l'Italie, l'histoire étatique du pays et la religion catholique. Je ne vois pas exactement ce qu'il veut me raconter avec ce film-là. Et en effet, hormis quelques lancers lyriques qui arrivent et qui sont toujours à nouveau, pour faire un pont avec ce qu'on disait plus tôt, portés par des élans musicaux extrêmement intenses, extrêmement opératiques, le film se veut à certains moments d'avoir des élans opératiques qui fonctionnent parce qu'il y a quand même un savoir-faire, une qualité, ne serait-ce que plastique, de cadrage, de lumière, et puis de tension musicale dans un plan, ça peut marcher, mais il est pour vrai moi, que... ça devient, c'est quand même de l'enluminure, c'est illustratif, c'est du métier. Mais pour moi, il y a pas de narration en fait derrière. Il y a un manque de traitement du ressenti, de l'intériorité de ce personnage, qui est le personnage qu'on suit tout au long du film, qu'on voit grandir. Il y a un manque à ce niveau-là. Maintenant, je trouve quand même qu'il y a de la belle ouvrage derrière. Je trouve les acteurs plutôt très bien de manière générale, particulièrement la mère. Voilà, donc... C'est un film auquel j'ai peu à reprocher, sinon ce manque d'incarnation autour de ce personnage. Qui disparaît comme ça du récit, le père qui disparaît du récit, qui ne facilite pas l'ancrage émotionnel du film, d'autant plus quand, à la toute fin du film, alors que tu n'as jamais vu le questionnement de ce gamin vis-à-vis de cette autorité du pape, etc. Donc cette idée de comment il va
se convertir jusqu'au point de vouloir convertir sa mère sur son lit de mort, alors que la scène d'avant, lors des funérailles du pape, tout d'un coup tu sens une colère qui rejaillit, que tu n'as jamais vu de tout le film, qui apparaît comme... Il y a une juxtaposition de séquence à séquence qui est vraiment problématique, parce que ce n'est jamais travaillé du point de vue intérieur de ce personnage-là. C'est vrai que pour moi, les seuls, comme je disais, les seuls moments où j'ai pu être un peu pris par une certaine forme d'émotion devant le film sont ou en effet liés à nouveau une pure plastique et une pure musicalité, je veux dire, ou alors en début de film, parce qu'en fait tu projettes de toi en regardant le film, et que c'est vrai que l'enlèvement d'un enfant à ses parents, c'est rude à regarder et que ça laisse pas insensible. Mais en fait, plus le film avance, comme tout ce côté-là est assez peu traité à mon sens, on perd un peu cette attache-là. Ça se délite. Ça se délite assez bien, et pour être très franc, même si je n'avais aucun déplaisir à regarder le film, à la fin, je me sentais un peu déconnecté de quoi que ce soit qui puisse y passer. Et moi, passer. ça me fait d'autant plus regretter que Spielberg ne soit pas attaché à ce projet-là, réellement, parce que pour le coup, les enjeux symboliques, je pense qu'il les aurait réellement traités. Après, Bellocchio a pu le faire aussi. Hein, mais bon, il le fait plus, et ça fait quand même, maintenant, on va dire, peut-être 2 films et demi, puisque si on considère que ça fait peut-être 2 films, sa série Esternonotée, il y a quand même cette problématique-là, d'un moment de cette multiplicité de points de vue qui ne raconte rien. Mais avant de te repasser la parole, Oli, moi j'avais entendu au moment, avant de voir le film, j'avais entendu, je pense pendant Cannes, une interview sur France Culture, France Inter, chez Antoine Guyot, là je me souviens plus comment s'appelait son émission, enfin bref, de Bellocchio, dans lequel il disait ça en fait. J'ai passé ma jeunesse de cinéaste, aujourd'hui je m'intéresse à l'histoire, et c'est un peu, enfin c'est clairement ce qu'il a envie de mettre en place. Voilà, moi, c'est pas ce qui me plaît le plus dans son cinéma. Now, if any of you sons of bitches got anything else to say, now's the fucking time! Merci Oren. Je n'ai pas... On a été rapido sur le film. Bien, on va passer maintenant, après cette sublime blague, au film de John Woo, Silent Night. Shots fired. All units, please respond. Nous parlons donc maintenant de Silent Night, le nouveau film de John Woo, et c'est sans filet car je n'ai pas préparé mon introduction. John Woo. John qui? Il était bien sûr une gloire des années 90. On pourrait intituler cette séance « Que sont nos gloires anciennes devenues ?» puisque à Hong Kong, il avait fait des films inoubliables comme The Killer, Le Syndicat du Crime 1 et 2, À toute épreuve ou Une balle dans la tête. Et puis ensuite, il a fait une carrière à Hollywood avec notamment des Broken Arrow. non, surtout la grosse pièce, c'était Face Off, puis ensuite il y a eu Wind Talkers. Je pense même Wind Talkers, à mon sens, est un film à largement réévaluer. Hein. Sans doute. Et puis, il est reparti tourner en Asie, et on n'avait pas eu de nouvelles de lui en salle depuis Les Trois Royaumes, mais je pense que c'était bien il y a plus d'une dizaine d'années. Depuis, il a fait... C'était en 2008. Hein, donc, Merci Manu, qui a Internet, le World Wide Web, qui l'aide devant lui. Non, c'est de tête. Hein. Et ensuite, il y a eu 2 projets chinois, mais qui n'ont pas trouvé chemin jusqu'aux salles hexagonales ou en Belgique, n'est-ce pas ? Donc ici, il revient avec un film américain étrange, une espèce de film qui a été coproduit par l'acteur principal qui s'appelle Joel Kinnaman, qui jouait notamment dans Sons of Philadelphia, que vous aviez chroniqué ici, je pense. Et puis, donc, c'est quoi l'histoire ? C'est l'histoire d'un mec qui vit dans une ville qui est en proie à une guerre des gangs extrêmement tenace. Et un jour, son fils, qui doit avoir 5-6 ans, est tué par une balle perdue. Et lui-même, alors qu'il essaye de rattraper les tueurs, se retrouve avec une balle dans la trachée, dans la gorge, et ensuite il est donc muet pour le reste du film, et le reste du film est quasiment dépourvu de dialogue. Et donc ensuite, après, il va en gros partir pour buter tous les méchants qui ont tué son fils. En gros, c'est ça, non ? C'est ça. Lucien, tu commences sur le film ? Alors je commence sur le film, et j'ai très peu à dire sur le film, mais je vais citer un collègue, et néanmoins ami et grand penseur. Scénaristiquement, ça fait l'effet d'un massage au gros sel.
Non, vraiment, c'est particulièrement mal écrit. Enfin, vraiment, il y a des trucs qui piquent un peu. C'est à se demander pourquoi ce film-là sort en salle plutôt que n'importe quelle autre production à travers le monde. Pourquoi ce film-là est produit, en fait, à quel moment. Peut-être que, en fait, je connaissais pas trop cet acteur. Je pense qu'il y a aussi pas un très bon acteur. À mon sens, il y a aussi plein de contraintes de prod. Hein. Tu sens typiquement le personnage du flic qui pourrait complètement être enlevé. C'est un personnage joué par Kid Cudi. Alors, c'est pas très dommageable puisqu'il apparaît que 5 minutes à l'écran. Moi, j'aime bien Kid Cudi, mais il joue pas très bien non plus. T'as l'impression que c'est un peu une vieille contrainte de prod de foutre un rappeur dans le film et que la manière qu'a Wood de le traiter, c'est de pas le traiter. Il lui-même a pas l'air de savoir ce qu'il fout là, hein, clairement. Par contre, il y a quand même, même si c'est difficilement comparable avec enfin voilà, à partir du moment où on compare le film aux grandes œuvres de John Woo, je pense que le film tient la route sur aucun point. Mais quand on n'a plus vu de film de John Woo en salle depuis très très longtemps et qu'on voit l'état de pas mal du cinéma d'action de manière générale contemporain, on peut quand même que reconnaître qu'il y a un savoir-faire, ne serait-ce que dans le découpage, il y a une inventivité, il y a quelque chose qu'on a presque perdu l'habitude de voir en salle. Ça fait peu de choses pour un film qui est quand même pas hyper réjouissant, mais voilà, ça existe et finalement, j'étais pas mécontent en sortant de la salle, même si Dieu sait que le film a des problèmes. Ouais, moi j'étais très content de le voir en salle. Après, au-delà de l'écueil des 5 premières minutes qui sont quand même très très compliquées, avec une scène d'action qui est à la limite de l'autoparodie de ce que peut faire John Woo en termes de ralenti, assez illisible à mon sens en plus comme séquence. On a parlé du rôle totalement accessoire de Kid Cudi, une scène au milieu de gunfight, au moins en pleine guerre des gangs qui fait vraiment très chipouille. Moi après, quand même cette contrainte de raconter un film sans dialogue, je trouve qu'il dépasse quand même le high concept qu'on aurait pu attendre de ce genre de production, parce que c'est quand même la grosse différence. Qu'est-ce qui joue mal ? Ouais, moi je trouve qu'il tient plutôt bien le film. On plaisantait avec Olivier. Olivier aurait bien vu Gérard Butler dans le film. Je trouve qu'il est quand même un peu au-dessus. Qui demande. Moi, ça me gêne pas, d'autant plus que je trouve que il y a quelque chose. Tu parlais d'effectivement, John Woo prend le cinéma d'action dans l'état dans lequel il est actuellement, et il se fond un petit peu dans ce moule-là, qui est celui des John Wick ou de toutes ces productions générées par l'équipe des cascadeurs. De David Leitch. Ouais, de David Leitch et consorts, les Sam Grave qui font les extractions, etc. Tout ce cinéma d'action tel qu'il est aujourd'hui, je trouve qu'à la différence de tous ces réalisateurs-là, t'as un mec Petitin qui est quand même un conteur, qui est un mec qui croit malgré tout à ce qu'il filme. Parce que moi, au-delà même des scènes d'action, je trouve que toute la relation de couple, racontée de manière silencieuse, l'étiolement de ce couple-là, il est super bien raconté. Donc moi, ça me fait plaisir parce que je vois un mec qui, malgré tout, dans le marasme qu'est ce scénario-là, il essaye de dégager des lignes de tension et de raconter son histoire. Moi, je ne questionne pas du tout l'engagement de Woo, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui, on lui peut lui reprocher son côté fleur bleue, sa sentimentalité, etc. Mais c'est quelqu'un qui croit à ce qu'il filme. C'est ça qui fait la grosse différence. Donc déjà, il y a ces scènes, entre guillemets, on va dire, intimistes, je trouve, qui fonctionnent très bien dans la manière dont il dépeint. Je trouve en plus l'actrice vraiment, vraiment bien, l'actrice qui joue la femme de Kinnaman. Et dans les scènes d'action, moi, j'ai l'impression... John Woo, il a eu, on parle beaucoup, là, je voyais sur internet beaucoup de gens qui parlent en fait de la déchéance de John Woo, de la tristesse de le voir sur ce type de production. Faut pas oublier que John Woo, il a connu mille et une vies, j'ai envie de dire. Avant d'être le grand cinéaste reconnu en enchaînant 5 chefs-d'œuvre en 5 années à partir du Syndicat du crime, il a eu toute une carrière du roi de la comédie cantonaise auparavant. Il a tout reconstruit à Hollywood en faisant 2 grands films après qui ont été Volte-Face et Wind Talker. Il a reconstruit en revenant en Chine, et là il repart à nouveau, il refait ses gammes à plus de 77 ans. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait j'ai l'impression qu'il cherche aussi à gober beaucoup d'effets de style qu'on accole, qu'on demande un peu trop en fait à son cinéma. Ces envolées lyriques, ces ralentis, ces colombes, cette iconisation à outrance, etc. Et d'une certaine manière, il essaye de s'en détacher. Il y a un aspect beaucoup plus noir, beaucoup plus sale, etc. Il met quand même un petit perroquet à un moment. Ouais, oui. Il met une perruque à la place des colombes. Mais en fait, il le salit.
tu sens qu'il a cette volonté de, parce qu'il raconte, il ne peut pas aller vers cette même iconisation, à mon sens. C'est assez intéressant de voir deux films qu'on voit de manière assez proche, qui font tous les deux des références à Michael Winner. On avait The Killer qui faisait référence à The Mechanic de Michael Winner dans sa scène d'intro. Là, tu as une référence explicite au justicier dans la ville, parce que la première fois qu'il passe à l'acte, quand même, le personnage vomit. C'est un truc qui était quelque chose qui était très marquant dans Justicier dans la ville de Michael Winner. Moi, je trouve intéressant de le voir travailler dans ce cadre du film d'action contemporain et de voir en fait pourquoi ce cinéma-là ne m'intéresse plus et comment quand il est récupéré par un vrai cinéaste avec toutes les scories que peut porter le projet. Moi je trouve les fights dynamiques, je trouve régulièrement justement il casse ses plans séquences, il trouve des idées de montage, de raccord dans l'axe, de rendre chaque fois les choses beaucoup plus impactantes à chaque coupe et tu vois le métier du gars en fait. T'as dit plusieurs choses intéressantes, tu parles déjà t'as parlé d'extraction et de plans séquences, en effet c'est pour ne prendre qu'un exemple parmi d'autres dans ce film là. On voit en effet John Woo qui reprend une mécanique du cinéma d'action contemporain qui est le plan séquence à tout prix, quoi, et qui le dévoie un petit peu, enfin qui le réinvente, qui en fait autre chose et qui le fait avec une certaine virtuosité. Parce que même certains raccords qui pourraient être parce que souvent en fait dans ces plans séquences sont souvent des faux plans séquences, parce qu'aujourd'hui maintenant numériquement tu peux ils cherchent même pas vraiment à le cacher. Mais justement c'est ça que je trouve intéressant, c'est justement ils marquent les accros volontairement. Mais du coup, tu as une sensation de plan séquence et en même temps, tu vois que ça n'en est pas un. Il y a vraiment un truc. Tu as tout à fait raison. Par contre, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi sur sur la bonne fonction de l'intimité de ce couple, etc. Surtout quand on voit comment scénaristiquement c'est raccroché à la fin avec une lettre filmée, qui est quand même vraiment ça pique un peu ce genre de méthode. Et par contre, il y a un truc, tu parlais aussi d'une scène de fusillade plus ou moins en milieu de film qui est un peu... qui fait un peu de cheapos, comme tu dis. Il y a un truc qui est très bizarre dans le film, c'est que je trouve la photographie nocturne très correcte et la photographie de jour absolument hideuse. Et c'est systématique, quoi. Vraiment, dès que ça se passe en journée, c'est dégueulasse, et dès que ça se passe de nuit, on sent qu'ils se sont un peu éclatés à chercher... Alors, c'est parfois un peu vulgose, mais au moins, c'est plus tenu, quoi. Je sais pas ce qu'on a pensé, Oli. Oh, moi, je me suis ennuyé, mais alors vous pouvez pas savoir à quel point je me suis ennuyé. J'avais l'impression de regarder un type jouer aux jeux vidéo, le truc le plus horrible qui peut arriver. Non, parce que j'avais aucun ancrage émotionnel avec ce personnage, mais jamais, quoi, que j'étais vraiment... j'avais aucun ancrage émotionnel avec qui que ce soit. On a tué son fils, Oli. Ouais, ok, d'accord, mais bon, la manière dont c'est raconté ne m'a pas donné envie de m'intéresser à ce personnage-là et à son conflit intérieur pendant... Tu veux dire que c'est très proche du Bellocchio, en fait? On pourrait dire ça. Ça me chatouille un peu plus l'estomac que le Bellocchio, moi. Bon, moi, en tout cas, vraiment, ça m'a très très vite tout à fait ennuyé parce que je trouvais ça super clichetonné. Moi, je suis pas d'accord. La relation avec la fille, pour moi, ça marche pas. C'est hyper fonctionnel. Enfin voilà, très vite je m'en fous, quoi. Et la relation avec le flic, vous l'avez dit, mais c'est pire que tout. Là, il y a vraiment rien. C'est vraiment le niveau zéro du travail scénaristique sur une relation entre deux personnages. Et c'est d'autant plus dommageable que là où on adorait aussi John Woo il y a 30 ans maintenant, c'est justement qu'il arrivait si bien à transfigurer cette espèce d'amitié virile. Voilà, il y avait le côté très fleur bleue, très sincère et très premier degré qui fonctionnait à fond dans ces films, les films tardifs qu'il a fait à Hong Kong. Il faut se questionner aussi quand même de toujours vouloir demander à des cinéastes de refaire la même chose. Ah non, mais je lui demande pas de refaire la même chose, mais ici il n'y a rien. Parce que je le vois qu'il fait des sorties de côté. Je trouve qu'il fait... entre guillemets, pas forcément ce qu'on attend de lui. Après, c'est vrai qu'au niveau des scènes d'action, elles sont bien découpées, elles sont lisibles et elles mettent... Vous avez apparemment cette culture de... vous avez vu ces films qui sont en plan séquence à la John Wick, mais moi, je les ai pas vus. Mais pour moi, ça a changé. On les a vus, mais on n'en a pas la culture. Mais ça a changé. J'avais l'impression de voir une action lisible et qui n'était pas juste un empilement épileptique de gros plans. Moi, j'en étais plutôt resté là. Donc, voilà, en effet, ça fait plaisir, mais au bout de 10 minutes, moi, je m'ennuie, et je suis content que ça se termine, quoi. Un peu comme cette émission. Ah bah. Très bien. Rien à rajouter, messieurs ? Non, à juste arrêter d'enlever les enfants et de les tuer, franchement, c'est nul. Merci. Eh bien, je pense qu'on va passer au conseil et on va écouter Harry Callahan. Écoute, pourrieux, pour moi tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir.
Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre? On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'ami, choisis bien l'endroit où on te chiera. Je pense que Manuela, c'est un bon conseil à nous faire aujourd'hui. Il y a 2 films que j'aurais pu recommander, mais je pense qu'on en parlera en début d'année, qui est le dernier film d'Alexander Payne, qui revient en très, très grande forme après deux films assez passables, qui étaient Nebraska et Downsizing. Mais je pense qu'on en reparlera en tout début d'année, quand mes collègues l'auront vu. Tout comme ce qui est à mon sens le meilleur film de 2023, qui est La Société des Neiges, le dernier film de Juan Antonio Bayona. Mais bon, j'apprécierais justement qu'on en discute tous ensemble. Non, je vous conseillerais un chouette docu, pas forcément dans la forme, mais un très beau docu sur la cinéphilie coréenne, qui est Yellow Door, le groupe de cinéphiles auquel participait Bong Joon-ho avant le début de sa carrière cinématographique. C'est un tout petit conseil, mais c'est vraiment un film très, très sensible, très beau. On découvre les premiers courts-métrages, les premières images shootées par Bong Joon-ho. C'est un film très sensible sur le début d'une passion qui regroupe les gens. Le cinéma comme un art de regrouper les gens autour d'une même passion. Et c'est visible où ça? C'est visible sur une plateforme au N Vermillon. Très bien. Un peu comme Maestro de Bradley Cooper. Un peu comme le Bayona aussi. Un peu comme le Bayona, mais pas encore. Pas encore. Il faut attendre quelques jours encore. Moi, je vais vous parler de 2 films, parce que donc j'étais attiré et je suis allé voir la sensation UK How to Have Sex, parce que je savais pas très bien comment on fait. Non, donc on montrera si tu veux. De Molly Manning Walker, donc le film qui avait eu le Grand Prix Un Certain Regard, et je crois qu'il cartonne un peu partout, en tout cas au niveau des prix. J'étais quand même franchement déçu. Donc c'est un film qui se passe en Grèce, sur en gros 3 filles, 3 anglaises qui ont 17-18 ans, qui passent leurs premières vacances toutes seules et dont le programme est en gros de se saouler et de faire l'amour. Pas un mauvais programme. Hein. Ce qui n'est pas un mauvais programme en soi, mais ce qui est très très décevant dans le film, je trouve, c'est que le film sort en disant qu'il va être une espèce de critique de la consommation de masse, du tourisme de masse aussi, de la société de consommation, du tourisme de masse, que ça va être aussi un truc super fort sur la condition féminine, etc., etc. Et je trouve que ce film échoue à peu près sur tous ces plans-là. Parfois, le film essaye de rendre hommage de devenir un peu horrifique, comme ça, mais avec des ficelles, mais qui sont grosses vraiment comme des bouts d'amarrage, quoi. Vraiment, c'est énorme. Les personnages sont souvent caricaturaux, souvent repoussoirs. Et finalement, ce n'est qu'un coming-of-age movie. Enfin, il peut y avoir des super bons coming-of-age movies, mais en fait, le film voudrait être beaucoup plus que ça. Mais je comprends vraiment pas l'emballement autour de ce film-là. D'autant plus que j'en profite pour souligner que j'ai vu au Festival Cinéma Med un film qui est tout à fait une forme de contre-champ ou de complément de ce film-là, puisque c'est aussi un film qui se passe sur les îles grecques et qui parle aussi du tourisme de masse, de manière, à mon avis, beaucoup plus intéressante et beaucoup plus profonde, et justement via l'étude très fine des personnages, et où là, on s'intéresse plutôt à un personnage de gentille organisatrice qui bosse dans un hôtel, voilà, un genre de all-in. Et là où on va avoir vraiment un discours vraiment beaucoup plus développé sur toute cette problématique, et enfin plutôt cette thématique, et l'immense détresse et l'immense solitude qu'elle peut engendrer, et qui s'appelle Animal de Sofia Exarchou, un film grec. Voilà, donc il sort fin janvier, je crois, en France. Donc je conseillerais beaucoup plus ce film-là que le film de Molly Manning Walker. Est-ce que moi qui aime énormément Spring Breakers par exemple, je pourrais être intéressé par How to Have Sex ou rien à voir? Alors je pense que tu ne pourrais absolument pas être intéressé par How to Have Sex parce que de Spring Breakers, il ne reprend que l'esthétique fluo parfois. Qui n'est pas ce que je préfère dans Spring Breakers. Voilà, et il n'y a absolument pas le côté, on va dire, cette narration qui est très spéciale, ce rythme très spécial qu'il y a dans Spring Breakers, ce que j'ai pas aimé non plus du tout. Hein, mais, oui, je me suis en a déjà parlé. Et le côté, il sortait une espèce de poésie, un peu de la manière dont lui regardait ce Spring Break. Il y avait une espèce de poésie un peu destroy, un peu postmoderne qui en sortait. Là, il n'y a rien de tout ça, quoi. Ok.
Eh bien, comme Lulu n'a pas de conseils aujourd'hui, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre écoute et à vous rappeler que nous sommes disponibles sur notre site web transmissionlepodcast.com, mais aussi sur les réseaux sociaux tels que Twitter, Facebook, Instagram. D'ailleurs, il n'y a plus de Twitter maintenant, c'est X, mais nous sommes surtout sur Mastodon et maintenant sur Blue Sky, et aussi sur toutes les applis de podcast, Apple Podcast, Podcast Addict, PodCloud, Spotify, iTunes, YouTube. Voilà, venez nous écouter, lâchez-nous des commentaires, mettez-nous des étoiles, conseillez-nous, haïssez-nous, mais en tout cas, écoutez et faites signe que vous nous appréciez ou pas. Voilà, merci beaucoup Manu, merci beaucoup Lulu pour cette belle émission. On se retrouve l'année prochaine, on espère que celle-ci sera publiée avant le 31 décembre à minuit. On vous souhaite de bonnes fêtes, à très bientôt, ciao.